Je ne peux pas rester silencieuse alors que ces plateformes continuent à permettre la diffusion de la haine, de la propagande et de la désinformation. L'année dernière, il y avait eu le départ d'un hashtag qui continue de tourner, qui s'appelle Stop Hate for Profit, donc arrêtons la haine en raison du profit ou pour faire du profit. Et ça a été promu par des associations qui justement veulent promouvoir le droit humain, le droit des personnes de couleur, etc., qui en fait se trouvent souvent décriés sur les réseaux sociaux par des publications à caractère haineux. Et le problème, c'est que ces publications-là, les grands groupes tels que Facebook et ses réseaux sociaux, se font du profit sur ces publications-là. Ça a été voilà, mis un petit peu à jour par différentes controverses qui ont été publiques et il y a eu du coup des procès intentés à Facebook en raison de tout l'argent généré par ce contenu haineux parce que ça ramène des vues, parce que ça ramène des publicités et donc c'est toute une machine de haine pour le profit. D'accord. Il y a une autre affaire, c'est ce documentaire qui est paru dont on parlait tout à l'heure sur Netflix, qui s'appelle Social Dilemma. Est-ce que vous voulez parler de ça? Léa avait commencé. Peut-être Christelle, tu peux compléter là-dessus? Oui, c'est un documentaire qui est paru donc sur Netflix il y a quelques semaines à peine et qui a commencé à faire couler beaucoup d'encre et qui d'ailleurs est derrière ce mouvement de boycott de diverses célébrités. Alors, il faut savoir que les célébrités comptent maintenant sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et certaines d'entre elles comptent des dizaines de millions de personnes qui les suivent, et notamment Kim Kardashian, qui n'a rien fait d'autre que de se mettre sur Internet d'ailleurs. Elle n'a rien fait. Exactement. Elle a tiré sa carrière, alors en partie de la télévision, mais aussi beaucoup. Elle a développé sa carrière et ses entreprises, parce qu'elle en a plusieurs, en développant son public en ligne. 188 millions d'abonnés, c'est quand même incroyable. Et elle ne chante pas, elle ne joue pas, elle n'a rien fait de particulier. Mais donc, elle a décidé de se retirer des réseaux sociaux pendant 24 heures. Alors, sur base de ça, moi, je pense que je suis rebelle 5 fois par semaine parce que Facebook, c'est plus le site que je fréquente le plus, pour être honnête. Donc, franchement, se déconnecter de Facebook pendant une journée. Moi, j'ai arrêté d'y être. Ouais. Donc, il y a pire. On a déjà vu plus courageux comme acte de rébellion. Oui. Mais on peut comprendre quand même qu'il y a un manque à gagner de sa part. Et puis aussi que par ce geste-là, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio et beaucoup d'autres font parler d'eux. Et nous amène à réaliser que ces applications, ces médias qu'on utilise tous les jours, en fait, sont basés sur une technologie qui a des effets pervers et qui amène les gens, par exemple, à se radicaliser. Quand on est sur YouTube et qu'on suit certaines vidéos, des vidéos qui nous sont suggérées, l'algorithme qui nous propose ces vidéos est calculé pour nous attirer vers les vidéos qui sont les plus attractives. Et ce qui est le plus attractif, malheureusement, c'est la nature humaine qui parle. C'est souvent ce qui est le plus radical, le plus choquant. Et donc, peut-être involontairement, dans ce documentaire, en tout cas, c'est ce que les personnes qui interviennent disent, ce sont tous des anciens numéro 1, numéro 2 de Facebook, Instagram, Snapchat, etc., disent on a créé une technologie en fait qui a des effets pervers. On n'avait pas voulu, on n'avait pas programmé ça. Au départ, Facebook, c'était juste un moyen de trouver ses amis qu'on avait perdus depuis longtemps. Et maintenant, on se rend compte que ça influence l'élection présidentielle américaine. Et pas seulement les élections présidentielles américaines, mais ça a des impacts décisifs dans les élections de beaucoup de pays. Et ça encourage des personnes qui pourraient avoir des motifs moins honorables à fausser la démocratie, à créer de la polarisation, voire de la violence dans la société. Alors,
Le problème, c'est que ces entreprises se font énormément d'argent et que ça nous mène vers un mur. Hein. Il y a eu un de ces témoins à qui on a posé la question, comme aux autres, quelle est votre crainte si rien ne change? Et l'un d'entre eux a dit, je crains vraiment qu'on en arrive à la guerre civile. Alors ça a l'air fantastique et déluré comme attente, mais c'est quelqu'un de très, très sérieux qui dit, on arrive dans un monde où les gens s'entendent de moins en moins, se voient de moins en moins, et sont de plus en plus persuadés que si tu ne fais pas partie de ma bulle, tu me veux du mal et donc je dois t'éliminer. Donc c'est assez grave en fait derrière ce qui se passe, parce qu'on voit les effets dans la vie réelle de quelque chose qu'on pensait complètement virtuel. D'ailleurs en France, la semaine dernière, il y a un YouTuber a été condamné à 2 ans de prison, un YouTuber de fitness très célèbre a été condamné en 2 ans de prison simplement parce que par ses critiques et ses vidéos YouTube, il a entraîné sa communauté, les gens qui le suivaient, à harceler les personnes qu'il critiquait. Et donc, il y a là des résultats dans la vie réelle de quelque chose qu'on pourrait penser complètement virtuel et innocent. Il y a un autre phénomène. En France, il y avait une revue qui s'appelait Le Débat, qui est une très grande revue. Les responsables de cette revue ont arrêté, ils ont dit qu'ils arrêtaient la publication, parce qu'ils disent, au fond, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire, il y a des pugilats, c'est-à-dire chacun est dans ce que tu viens de dire, hein, chacun est dans sa bulle, dans sa position. Et le but, c'est de convaincre l'autre, mais ce n'est absolument pas d'entrer dans un vrai dialogue, pour se laisser influencer. Donc, il n'y a plus, ce que tu racontes là, c'est vrai que une des conséquences, c'est qu'il n'y a plus véritablement de débat possible. Ouais. Chacun est dans sa bulle, dans ses rails. Et puis, la seule chose qui sort de tout ça, c'est l'affrontement. Ouais. C'est le conflit. Qu'est-ce que dirait Christophe là-dessus, vu de plus près de il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais juste faire un rebond sur ce que vous dites par rapport à ça. Je pense à 2 auteurs, Marshall McLuhan, que vous connaissez peut-être, un philosophe canadien. C'est lui qui est arrivé avec l'idée de village global, puis cette idée-là de le médium et le message. C'est ça, ouais. Et là, c'est un exemple parfait de, oui, si tu peux juste écrire 140 caractères ou maintenant 280, c'est certain que le contenu que tu vas avoir va être polarisant, ne va pas être réfléchi, ne va pas être développé en profondeur. Donc, on voit là, ici, on a une structure, le médium, le type d'outils de communication qu'on utilise va transformer la forme et le fond du débat. Une autre chose que je trouve frappante, c'est qu'il y a un essai de Søren Kierkegaard, qui est un philosophe danois que j'aime beaucoup, un existentialiste chrétien, que je reviens toujours à ses thèses. Puis, il écrivait au milieu des années 1840 sur l'impact de la technologie sur les médias. Puis, il se désolait qu'avec l'arrivée des presses à imprimer plus rapides, on écrivait maintenant des journaux hebdomadaires, certains journaliers, et on n'arrivait plus à réfléchir comme dans le passé, quand ça prenait plusieurs mois, voire des années, avant que quelqu'un publie un livre, puis que quelqu'un d'autre lui réponde. Donc, déjà au milieu du 19e siècle, on a des gens qui se plaignaient de l'accélération des médias, puis l'effet sur la capacité à réfléchir, puis à débattre, puis à en venir à une position approfondie. Et tu as le goût de dire, écoute, Søren, mon ami, tu n'as rien vu encore, tu n'as pas l'idée. J'ai pas pu arriver. Ouais. Et il y a un autre élément aussi sur cette question-là des médias sociaux. Oh, il y a tellement de choses à dire. Une chose, c'est qu'il faut réaliser que oui, là, on accuse, on dira, c'est dans l'air du temps de dire c'est des grosses corporations qui font beaucoup d'argent, mais ces grosses corporations-là sont nées il y a à peine une décennie. Là. Ça a été autant une surprise pour eux de voir combien de gens allaient utiliser leur plateforme et comment ils allaient l'utiliser et l'argent qu'ils pourraient en faire. Et par exemple, pour Twitter, la question de la modération du contenu, c'est vraiment apparu avec le début de l'État islamique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'État islamique était très, très fort sur les médias sociaux, sur Twitter. Oui. Et c'est quand il y a des terroristes là, qui publiaient des vidéos de décapitation où Twitter s'est dit « Ouais, OK, attends, peut-être qu'il faut contrôler le contenu davantage parce que c'est problématique. » Et là, les compagnies de médias sociaux sont pris un peu dans un dilemme où ils disent plus on modère, plus on peut être accusé de
de former le débat public ou de le pencher dans un sens ou dans l'autre. Donc, on n'est plus simplement comme la compagnie d'électricité ou de téléphone qui offre un service, mais qui n'est pas responsable du contenu. Donc, plus la compagnie édite le contenu de ces plateformes, plus elle est responsable de ce contenu-là. Puis en même temps, c'est extrêmement compliqué à gérer. On dit que Facebook a en ce moment 15 000 employés qui sont dédiés à la modération des 3 millions de messages qui sont identifiés chaque jour comme étant problématiques. Ils ont des algorithmes automatiques qui essaient de trier les messages, savoir qu'est-ce qui doit passer devant un être humain. C'est un problème ingérable, surtout quand on considère, avec la nouvelle campagne électorale, que des États étrangers vont remplir les médias sociaux de faux comptes dans le but de mettre de l'huile sur le feu puis créer de la déstabilisation. Donc ça, c'est très important que nos auditeurs réalisent que quand ils sont sur Facebook ou Twitter, puis il y a quelqu'un qui dit mort à Macron ou qui, en tout cas, qui attise la violence ethnique ou des choses comme ça, c'est peut-être un compte qui est basé en Chine ou en Russie. Alors, on a beaucoup d'écrits là, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Comment on peut réagir à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, en gros? Comment on peut, déjà personnellement, se situer par rapport à tout ça? Et comment on peut intervenir? Comment on peut, je sais pas, influencer et attendre? Quelles évolutions on peut attendre? Alors, une première chose, je pense, ce serait de ne pas regarder avec autant de dédain que ça l'acte de Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Katy Perry et les autres, en se disant peut-être qu'il y a de la sagesse là-dedans, de faire un jeûne de réseaux sociaux, surtout quand on pense que des personnes qui ont autant d'abonnés, et ça se compte en plusieurs dizaines de millions, peuvent vraiment finalement influencer, parce que si on a Kim Kardashian plus tous ses abonnés qui se déconnectent même pendant un jour, ça fait quand même 189 millions de personnes sur Terre, ce qui est pas négligeable. rien. Et de se dire qu'il y a vraiment de la sagesse dans la réflexion et l'auto-réflexion de l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux. Je pense que des documentaires comme Social Dilemma et d'autres vont nous faire prendre conscience avec horreur que le petit haricot est devenu un immense baobab qui va jusqu'au ciel et on ne le maîtrise plus. Et ça fait peur et en même temps, voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Justement, je pense réguler. Et moi, j'ai été énormément frappée par une parole qu'avait dit Jésus dans son sermon sur la montagne. Donc, le grand message, la grande conférence de Jésus. Ça fait 4 chapitres dans le Nouveau Testament. Et c'est plein de petites pépites de sagesse. Et à un moment, il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Et je pense que par rapport à Instagram, Facebook, Twitter, l'ensemble des réseaux sociaux, par rapport à tous ces débats sur la technologie, si tous les jours on se demandait qu'est-ce que mon œil est en train de regarder, parce que de fait, ça va influencer le reste de mon corps, de fait, ça va influencer ma pensée, déjà ça, je pense, c'est se poser une bonne question. Je pense à une réflexion qu'on a eue dans un de nos épisodes de Sagesse et Mojito, où on parlait de dépendance électronique, parce que tout ça est lié. Tout ça est lié. Si des fausses informations se répandent à vitesse grand V, si tout cela fonctionne, c'est parce que ça rejoint quelque chose en nous. Et il nous arrive souvent de constater, en tout cas moi ça m'est arrivé, de constater qu'on devient quelque part victime de ces outils qu'on pense utiliser, mais qui au fond nous utilisent. Et l'architecture des médias sociaux joue sur cette fragilité. Alors il nous faut constater qu'on a fondamentalement en tant qu'être humain une fragilité, on n'est pas des super-héros. Et puis de deux, pratiquer ce qu'on a pu appeler une vigilance libertaire pour chercher la liberté. Veiller à être vigilant, veiller quand on consomme des informations sur les médias sociaux, il y en a des très bonnes, des informations, chercher des informations de bords différents pour échapper aux calculs algorithmiques qui vont nous emporter dans un tunnel.
ne pas faire confiance aux suggestions, de façon systématique, aux suggestions de nos recherches Google ou de nos recherches Facebook, savoir qu'il y a un programme derrière qui nous met en avant des contenus qui parfois sont sponsorisés par des personnes. Donc avoir la conscience et puis aussi toute une série de pratiques, veiller à ce qui attire notre attention et nous exposer à des points de vue qui sont différents des nôtres. On assiste à une démocratisation de la fonction journalistique. Dans le passé, le journaliste était attaché à une institution qui avait un pouvoir de diffusion central. Donc, si tu travaillais au Figaro possédait les presses puis le réseau de distribution. Aujourd'hui, les coûts de distribution sont tellement bas qu'on peut publier n'importe quoi. C'est bien ça le problème. Oui. C'est le problème. Le problème, c'est qu'avant, on se fiait à des journalistes qui avaient cette formation-là, de se poser les questions. Qui est-ce qui me dit ça? Est-ce que c'est une source crédible? Est-ce que cette source-là a un agenda caché ou a quelque chose qui essaie de me faire... C'est tout cet exercice-là qu'aujourd'hui, chaque lecteur doit développer. Chaque lecteur doit être capable de se dire, bon, d'où est-ce que ça me vient cette information-là? Qui me le dit? Et dans quel but? Et moi, je pense que ça passe par une formation aussi dans notre système scolaire. Notre système scolaire n'est pas encore adapté à ce rapport critique à l'information. Puis, je pense que comme en tant que chrétien, ça nous a beaucoup aidé, je pense, à se rendre compte du fait que faut pas faire confiance à tout ce que tout le monde nous dit, que tout le monde a un agenda, puis d'avoir un genre d'herméneutique méfiante par rapport à tant les grands médias que les utilisateurs de réseaux sociaux qui ne sont pas des grands médias.